Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre mobilisation pour cet événement très spécial. Un événement au format hybride, avec vous qui êtes ici dans l'espace événementiel du Hub et vous qui êtes connectés à distance sur Teams. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis la responsable du Hub des Territoires et particulièrement ravie de vous accueillir ce soir pour souffler la deuxième bougie du Hub des Territoires, ce dispositif unique et innovant. Pour ma part, j'ai rejoint l'aventure il y a à peu près 6 mois et je dois dire que je suis pleinement convaincue de l'utilité, voire de la nécessité de cet espace d'échange pour permettre aux acteurs publics et aux acteurs privés d'échanger, de se rencontrer, de partager des retours d'expérience, de chercher ensemble des solutions pour les territoires et au service de leurs projets. Alors pour ce soir, on vous a concocté un joli petit programme avec, dans un premier temps, une rétrospective sur cette deuxième année, une deuxième année qui a été riche en événements, en rencontres, en sources d'inspiration. Nous nous projetterons également vers l'avenir avec quelques indiscrétions sur la saison 3. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir François Gemène, avec qui nous réfléchirons aux enjeux et aux solutions pour concilier transformation écologique et vivre ensemble dans les territoires. Cette conférence sera suivie d'un débat avec 3 élus, 3 collectivités et 3 territoires aux échelles, vous verrez, très contrastées. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la main à notre monsieur loyal pour cette soirée, le journaliste Thierry Keller. À tout à l'heure. Merci. Oui, évidemment, la lumière verte est beaucoup plus simple. Monsieur loyal, je vais tenter d'être loyal. Je suis très heureux d'être là. J'étais déjà ici au premier anniversaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On s'était bien amusé. On avait complètement dépassé le temps. Donc là, on va faire quand même un petit peu attention à rester dans un étiage correct, d'autant plus que je crois qu'il y a un petit cocktail à la fin. Sans plus tarder, on va regarder ce qui s'est passé justement dans la dernière année. Et donc, je vous invite à regarder une petite vidéo. On se retrouve tout de suite. Le Hub des Territoires nous permet de faire dialoguer l'écosystème d'acteurs avec lequel nous interagissons au quotidien et également de gagner en notoriété, de faire connaître en fait notre offre. Et donc indirectement, ça peut nous permettre aussi d'identifier, de sourcer de futurs projets d'investissement et donc forcément d'apporter aussi beaucoup à notre activité opérationnelle du quotidien. C'est un espace extrêmement convivial, extrêmement agréable et au sein duquel il y a vraiment toutes les facilités pour organiser un événement avec une équipe ultra réactive, dédiée, les moyens techniques, logistiques qui sont pris en charge. J'ai organisé un événement au mois de mars dernier avec le Hub des Territoires et ça nous a apporté beaucoup de choses. Déjà dans la préparation de l'événement, on l'a co-construit ensemble avec les équipes du Hub et les équipes de la Banque du Territoire. Donc on a enrichi le programme et effectivement on a eu des intervenants de grande qualité. Tous les participants ont apprécié à la fois l'espace en lui-même, la clarté. Le hub était plein et franchement l'équipe technique, les régisseurs,
toute l'équipe sur place, c'était vraiment super. Et d'ailleurs, tous mes collègues veulent faire des événements là-bas maintenant. Ça nous permet en tout cas un partage d'expérience, un partage de projets et d'arriver à emmener avec nous sur nos projets certains acteurs et partenaires auxquels on n'aurait pas pensé. Donc c'est toujours une ouverture en tout cas vers plus d'acteurs et plus de cohérence. C'est une initiative avec une grande ouverture, des éclairages à la fois scientifiques, techniques, politiques, au cœur de l'actualité et des enjeux très très forts. Les forces du Hub des territoires, c'est évidemment le lieu. C'est vraiment le lieu où les partenaires viennent, ne veulent plus partir une fois qu'ils sont là et surtout veulent revenir une fois qu'ils ont fait un premier événement ici. Et j'appelle immédiatement à venir Blandine et Alexandra. Blandine Casso-Godino, Alexandra Ringo-Botman, rebonjour. Oui, je vous avais piqué votre, votre micro. Est-ce qu'on peut déjà revenir 2 secondes sur ce qui avait présidé, parce que maintenant, ça y est, le hub commence à avoir une forme de maturité. Est-ce qu'on peut juste revenir 2 secondes sur ce qui avait présidé à sa naissance? Tout à fait. Donc c'est un dispositif en fait qu'on a imaginé dès 2019-2020 et qu'on a installé au printemps 2021. On a été bien inspirés. Il y avait un petit sujet en cours sanitaire au même moment, et avec des convictions fortes, mais aussi avec une belle intuition qui était à la fois en fait face justement à l'ampleur des défis rencontrés par les territoires, de pouvoir avoir une mobilisation collective, et puis aussi au sortir de la crise Covid, un besoin de retisser des liens, de se retrouver, d'échanger, de partager, de sortir souvent aussi de l'isolement qu'on peut connaître dans les territoires sur le terrain. Et puis, c'est également un dispositif qui incarne la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. Donc, l'objectif pour la Banque des Territoires, d'être vraiment résolument tourné vers l'externe, vers ses partenaires, vers ses clients, à la fois collectivité... Tout le monde veut faire des débats maintenant. On a entendu que tout le monde veut venir ici parce que c'est comme on est bien reçu. Tout à fait, on est très bien reçus et d'ailleurs on peut donc croiser des perspectives, des points de vue dans un lieu qui est très sympathique, n'est-ce pas Alexandra? C'est vrai, on voulait tisser les liens depuis le début avec l'écosystème et dans un lieu physique agréable comme une maison. Tout ça pour accueillir, rassembler et faire finalement favoriser l'innovation collective. 3 maîtres mots nous guident depuis le début. S'inspirer, concrétiser et s'unir. S'inspirer pour accepter de faire le pas de côté, prendre du recul par rapport à nos pratiques, nous laisser interpeller par les experts. Concrétiser pour ne pas rester que dans la réflexion, bien évidemment, mais être dans le concret, être dans le faire, et avec des solutions innovantes et concrètes, réelles, qu'on découvre grâce à nos partenaires et grâce à nos retours de terrain. Et s'unir, bien sûr, comme a dit Blandine, faire ensemble pour surmonter les défis du territoire. Blandine, je t'en prie. Non, mais c'est vraiment ces 3 dimensions-là qu'on met au cœur du Hub des territoires. Et puis aussi, alors, on ne l'a pas revu, merci à vous, cette petite vidéo d'introduction du Hub, parce que je me suis trop vue dans cette vidéo. Mais juste reprendre le mot de cette vidéo qui est la petite dose d'impertinence. Au-delà de ces 3 mots que tu cites, Alexandra, c'est justement ce pas de côté, ce côté agitateur d'idées. On laisse même la place à l'imprévu. Et donc, on a beaucoup de pragmatisme dans notre façon d'avancer avec le Hub des territoires. Bon, pas trop d'imprévus, j'espère. Hein, ben non, le chef est là, donc je ne vais pas oser en dire de trop, mais quand même. On peut faire un premier bilan, chiffré et non chiffré, de ces 2 ans? Oui, donc ça pareil, c'est vrai qu'au début des introductions du Hub, j'aime bien dire nos belles réalisations concrètes ensemble. C'est vraiment des réalisations collectives, on l'a vu dans les chiffres. Plus de 180 événements organisés depuis le lancement du Hub des territoires, plus de 10 500 participants. On a 600 abonnés à notre newsletter. Donc c'est vraiment des indicateurs que je trouve indispensables à donner. Et en même temps, moi je suis la petite voix de l'impertinence, non de l'insolence et de la respiration également. Et donc ce qui est aussi important dans ce Hub,
pour moi, c'est le hub café, parce que c'est le lieu où justement il y a des rencontres entre à la fois les participants aux événements, les intervenants, des startups qui sont en résidence ici. Et d'ailleurs, une fois, on avait 2 startups de la mobilité qui étaient en train d'échanger sur un événement et qui finalement se sont découverts tellement d'affinités dans un pitch de startup qu'on arrivait plus à enchaîner sur la suite de l'événement. Et ils ont dû poursuivre lors du cocktail derrière. Donc vraiment, on voit que ce lieu fonctionne très bien. Et au-delà, je dirais que c'est un lieu, quand on l'a lancé, qui a quand même demandé un peu de pédagogie. C'est un très beau lieu. Alors, je dis pas que le reste du bâtiment est pas très sympathique, mais on a vraiment un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. Et donc, on a dû faire preuve d'un peu de pédagogie pour expliquer, notamment à nos collaborateurs en interne, que ce lieu est réservé à des événements, à des réunions avec des partenaires, donc avec des acteurs externes. Mais on est vraiment rapidement, on a réussi à faire consensus, je crois. On est fiers collectivement d'avoir ce lieu et de pouvoir maintenant travailler ensemble. Et je tiens à les remercier, l'ensemble des métiers de la Banque des Territoires, plus d'une centaine de collaborateurs, tous les types de partenaires institutionnels, associatifs, privés qui sont d'ailleurs présents ce soir, Idealco, Paris Co, Enlarge Your Paris, tu m'as pas aidé avec ces termes en anglais, mais je les ai quand même dit, Enedis, Radio France, Silver Alliance. On vit une superbe en fait aventure humaine et collective dans ce hub des territoires. Et d'ailleurs, je voudrais aussi remercier pour leur implication très forte Levée de Rideau et Impulse Partners qui nous accompagnent depuis le début au quotidien, sans oublier l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts qui sont impliqués. On les oublie pas, la gestion de 6, les hôtesses, la sûreté, le ménage, les déménageurs qui font en fait tourner le hub au quotidien. Donc un grand merci à eux. Alexandra, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Bon, au-delà tous ces retours, je retiens surtout depuis 2 ans les retours positifs. On a vu plein dans la vidéo sur l'utilité du dispositif, sur la convivialité. Et évidemment, avoir ces retours, ça motive à animer le dispositif. Je profite, moi, de mon côté, pour remercier toute l'équipe également, très sincèrement, et en particulier Anne-Sophie et Laetitia, que vous connaissez toutes et tous, je pense, et qui œuvrent tous les jours pour garantir cette convivialité. Thierry, on peut également ajouter à ce bilan cette dernière année des nouveautés qu'on a ajoutées dans l'offre du hub, notamment l'accueil en résidence d'une 12aine de startups, des projets qui sont accélérés par des programmes autres à la Banque des Territoires, comme l'accélérateur d'impact groupe, comme Passerelle. Cette résidence qu'on a mis en place permet à ces structures d'avoir accès à notre réseau et à une mise en visibilité du hub. Cette année, on a également mis vraiment en lumière, je pense, les solutions innovantes avec une dimension très concrète, avec ces retours de terrain, des pitchs de start-up qu'on a montés avec les directions de métiers sur la mobilité, sur la santé, sur le vieillissement, sur le commerce, et en particulier pour les villes du programme Petites Villes de demain, qui ont rencontré un franc succès. Et puis enfin, cette année, l'animation de communautés nombreux et réseaux nombreux en lien avec la Banque des Territoires. Vous le savez peut-être pas, mais beaucoup de notre programmation n'est pas accessible au public et sur liste, comme le club Ville à Aménagement pour les composés d'acteurs de l'économie mixte et de l'aménagement, comme les communautés thématiques foncier, eau et innovation, qui effectivement donnent ces temps informels importants pour dépasser les clivages et faire ensemble. Ok, 2 ans, l'an prochain 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer entre la 2e et la 3e année, sans spoiler? Il y a des nouveautés, il y a des petites choses. À quoi on peut s'attendre? On va continuer sur notre belle lancée. Déjà, avec la poursuite des cycles thématiques, et on va les amplifier. On a lancé, amorcé cette année les cycles thématiques, notamment comme un cycle sur le bien vieillir, sur la transition alimentaire et agricole également. Je vous encourage tous à assister aux derniers événements de ce cycle-là, d'ailleurs en septembre et novembre. Et effectivement, c'était une volonté de mieux éditorialiser le contenu, approfondir certains sujets. Et on va lancer à l'automne un nouveau cycle sur l'eau. Et après, on a une grande volonté de capitaliser encore plus sur le super contenu que grâce à vous, grâce à vos interventions, grâce à vos participations, on souhaite qu'on produit au Hub, on souhaite mettre plus au profit et au bénéfice de notre audience avec un tout premier podcast qu'on sort la semaine prochaine et qui va revenir sur le cycle Bien Vieillir,
fait au premier trimestre. Je vous encourage tous à écouter ce beau podcast qui, en moins de 20 minutes, permet de retenir les enjeux essentiels des territoires évoqués lors du cycle. Et puis parce que le Hub des territoires va rester un dispositif toujours agile, à l'écoute des besoins de chacun et de tous les territoires. On a un beau projet dont on peut vous parler maintenant avec Alexandra, et merci à toi, parce que c'est toi qui le rends aussi complètement possible, avec le prix Les Margaret, Journée de la femme digitale, qui récompense en fait chaque année des femmes entrepreneurs et intrapreneurs du digital en Europe et en Afrique, dont les projets innovation répondent aux grands enjeux de la société. On aura un premier événement, je crois, le 18 septembre prochain, et on est particulièrement fiers de pouvoir le mettre en place. Et puis on a également, et là je vais remercier mon chef puisqu'il est devant moi, la future mise en place d'un comité consultatif ce soir, hein, externe. Non, mais c'est vrai que c'est lui qui le pousse beaucoup, cette création de comités consultatifs externes pour le Hub des territoires, qui va nous permettre d'éclairer en fait la stratégie de développement du Hub. Et pardon, je le flatte pour l'instant parce que peut-être qu'après je serai plus impertinente. Et du coup, qui va nous permettre d'avoir un regard extérieur pour alimenter les réflexions du Hub des territoires, être vraiment force de proposition. Donc on va se nourrir aussi de ce comité externe. Et pour aller encore plus loin dans le faire ensemble, on va lancer à partir de l'automne une démarche d'exploration de l'innovation sur une thématique, sur une des mesures phares du plan stratégique de la Banque des territoires, qui est la lutte contre les déserts médicaux. Et du coup, je pense qu'avec tout ça, vous avez plein de raisons à continuer à suivre l'activité du Hub. Et peut-être même une petite dose d'impertinence, du coup, je sens que tu as envie de dire un truc. Mais... On a envie de dire un truc, on a envie d'en dire plusieurs même. Donc, peut-être dire que on a... Alors, moi, j'ai une équipe qui a, et globalement, ils sont là pour confirmer, qui a une idée à la seconde. Alors, moi, modestement, j'en ai une à la minute, mais déjà, ça bouscule pas mal. Et donc, il y a 15 jours, je suis allée dans un start-up studio qui s'appelle Matters et qui avait organisé un Comedy Club Impact et qui associait à la fois des pros du stand-up, des humoristes, un docteur en économie, et un spécialiste de l'écologie. Et moi, je me demande si on pourrait peut-être avoir cette tonalité un petit peu décalée au Hub des territoires. Et puis alors, peut-être un grand rêve encore, c'est pourquoi pas un événement qui bouscule un peu, par exemple un événement sur la décroissance. Sait-on jamais, Thierry, on pourrait organiser sur la décroissance. La décroissance, pourquoi pas, on pourrait aller jusque-là. Voilà, donc quelques vœux de moi, futurs événements. Je veux bien animer un débat sur la décroissance, ça me chauffe. Parfait. Cool, merci beaucoup. Merci vraiment à toutes les deux. Je vais accueillir maintenant le fameux chef en question. Merci beaucoup Alexandra, merci d'avoir été avec nous. Un petit jingle. Alors, je voudrais m'excuser parce que je tutoie les uns, je vous vois les autres. C'est vraiment, je suis un monsieur loyal un peu particulier. Benoît, je vais vous voyez ou je tutoie? On peut se tutoyer. Bon, je tutoie. Benoît, tu es le directeur du département du digital de la Banque des territoires. Merci d'être avec nous. Le Hub des territoires a été créé pour permettre d'ouvrir la Banque des territoires sur son écosystème. C'est peut-être là-dessus que j'aimerais revenir, sur cette notion d'écosystème. On a un peu commencé à évoquer cette question-là. Comment on est le mieux en lien possible avec son écosystème, et d'une certaine manière, jusqu'où va l'écosystème? Est-ce qu'il y a une frontière à l'écosystème ou est-ce que c'est infini? Alors effectivement, dans la Caisse des dépôts, en fait, depuis 2000 ans, 200 ans, enfin non, pas 2000 ans, la Caisse des dépôts depuis 200 ans, elle est vraiment très ouverte sur un écosystème, mais dans une logique qui était plutôt, avant la Banque des territoires, une logique où le barycentre, le cœur du réacteur, était la Caisse des dépôts. Il y avait des planètes autour qui étaient des partenaires qui gravitaient. On a voulu, en créant la Banque des territoires, changer un peu ce paradigme et en disant que finalement, pour certains sujets, certains problèmes, c'était les partenaires qui devaient être au cœur du dispositif. Et que la Banque des territoires était plutôt un catalyseur, pour reprendre l'expression qu'Alexandra a utilisée tout à l'heure, un catalyseur permettant de faire des projets, mais que c'était les partenaires qui devaient être premiers et que cette logique finalement de faire ensemble, faire avec les partenaires devait être première dans la Banque des territoires. Et donc le Hub, finalement, il incarne cette stratégie qui permet, comme je disais, de changer de point de vue, de s'unir pour réaliser les projets et les catalyser.
Donc l'écosystème, c'est ça. On est passé dans un mode galaxie, en fait. Ouais, dans un mode galaxie et dans un mode où, comme dans la galaxie, finalement, les frontières, elles sont larges. Elles sont larges. Donc pour répondre à ta question, l'écosystème n'a pas vraiment de limite. Nous, on considère que dans cet écosystème, on a aussi bien des acteurs privés, des acteurs publics, évidemment de tous nos clients, collectivités locales, organismes de logements sociaux, notaires et professions juridiques, tous les satellites qui vont autour des collectivités locales. Donc tous ces acteurs-là rentrent en synergie pour s'unir et concrétiser, développer les projets et surtout trouver des solutions aux problèmes qui sont particulièrement complexes en ce moment. Blandine, on sent qu'il y a de la porosité justement, et qu'il y a de plus en plus d'allers-retours, d'interactions. Est-ce que c'est ça qui caractérise ce rapport à l'écosystème ? Oui, alors complètement. C'est exactement ce qu'a indiqué Benoît, c'est-à-dire qu'on dépasse la notion de partenariat bilatéral avec des acteurs externes. On a cette notion d'écosystème. Alors moi, je pars pas du coup dans les étoiles, mais j'ai toujours l'exemple plutôt qui fait sourire aussi mes collaborateurs de la forêt avec l'arbre et les champignons. Et en fait, c'est une forme d'écosystème. Alors on peut voir la Banque des Territoires comme l'arbre ou comme le champignon, mais peu importe. Finalement, c'est cet ensemble en fait qui forme justement cet écosystème, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on ne voit pas l'arbre écraser le champignon ou l'inverse. Donc c'est vraiment dans cet écosystème global que ça fonctionne. On parle aussi, nous, des écosystèmes, parce qu'effectivement, c'est exactement ce qu'a indiqué Benoît. En fait, c'est vraiment des écosystèmes dans lesquels la Banque des Territoires peut inscrire son action. Et concrètement, dans la programmation, on va veiller systématiquement, justement, à co-organiser des événements avec plusieurs partenaires. J'en ai cité quelques-uns. On a également France Ville Durable, l'IHUST, Ville-de-France, qui nous accompagnent dans beaucoup d'événements. Et puis, le nouveau format le plus abouti, Alexandra en a parlé, c'est notamment le café eau ou le café foncier. Et ça, alors je reviens à la notion de café, il n'y a rien de mieux en France que de se retrouver autour d'une boisson, alcoolisée ou non alcoolisée, mais en l'occurrence, le café, et qui permet à l'ensemble finalement de dialoguer. Et ces cafés, c'est avec nos partenaires, mais aussi au-delà avec des acteurs de l'écosystème, plus globalement. Alors, je sais que François et Gemène, vous êtes un peu pressés, donc je vais vous demander de raccourcir peut-être un peu vos réponses. Je suis vraiment confus. J'aimerais justement peut-être qu'on atterrisse précisément sur l'objet de notre débat, sur ce qu'on est en train de vivre, la question environnementale, la question écologique et son rapport avec le vivre ensemble. On est sur la cohésion. Quelle est votre vision, peut-être pour introduire un tout petit peu ce sujet du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe, y compris en termes de biodiversité, sur un pays dont on dit souvent qu'il est écartelé, archipélisé? Alors, je serais très modeste dans la vision parce que ma première vision, c'est le cas de le dire, c'est que le problème est complexe et la solution l'est tout autant. Donc on va être, à mon sens, pour trouver des solutions sur la manière de réconcilier finalement ces deux choses qui sont quand même en apparence compliquées à réconcilier, fin du monde, fin du mois. Comment est-ce que je fais pour réconcilier une transformation écologique qui nécessite une transformation de nos modes de vie assez forte et une cohésion sociale avec quand même une caractéristique humaine qui est que le changement ne fait pas plaisir, le changement est compliqué. Donc comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces deux dimensions, ces deux horizons de temps qui sont différents mais qui se raccourcissent? Moi j'ai la conviction que ça va passer par une logique très d'innovation, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver des choses qu'on n'avait pas, des solutions qu'on n'avait pas imaginées jusqu'à présent. Et donc le hub, finalement c'est son ADN, l'innovation, sa capacité à mettre en réseau des acteurs pour trouver des nouvelles solutions. Mon autre conviction, c'est qu'on est dans un processus qui va prendre un peu de temps, même si malheureusement on n'a pas de temps. Je pense que les choses vont se faire par itération, et donc on va être dans une forme de transformation qui va se faire de manière incrémentale pour arriver vraiment à trouver des solutions à ces enjeux de transition écologique qui sont climat, qui sont de plus en plus majeurs et de plus en plus
concret et palpable par les citoyens. Dernière conviction, je pense que les élus, évidemment, ont un rôle clé à jouer dans cette liaison entre l'ensemble de nos concitoyens et des considérations plus macro, plus nationales. C'est un trait d'union qui est indispensable pour arriver à trouver les solutions et arriver à créer une maïeutique de partage, une maïeutique d'échange et de consultation, coordination, qui permettent d'expérimenter justement ces nouvelles solutions. Blandine, peut-être le mot de la fin sur le pourquoi de ce sujet, justement, on a commencé à tirer ce fil-là. Pourquoi ce sujet? Je pense que j'ai beaucoup parlé de pas de côté, d'impertinence, etc. Mais avec mon équipe, on est vraiment convaincus qu'on a une forme de responsabilité en fait au Hub des territoires. Alors clairement, on n'a pas les réponses, mais on a le devoir de susciter ce type de débat. J'en ai évoqué un autre tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment de la responsabilité du Hub des territoires de poser ces débats. Ok, donc année 3, on parlera de décroissance. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment profondément merci. François, je vais vous demander de venir me rejoindre sur scène. François Jomène, petit jingle. En petit jingle. Ah bah oui. François Jomène, bienvenue au Hub des territoires. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole pour une vingtaine de minutes. Je sais que vous êtes un peu pressé. Mais vraiment, merci de nous honorer de votre présence. Je rappelle rapidement, hein, vous êtes politologue co-auteur du dernier rapport du GIEC. Vous venez de publier, il y a quelques mois à peine, votre dernier ouvrage qui s'appelle « L'écologie n'est pas un consensus », dont le sous-titre est important pour le débat qui nous concerne ce soir, « Dépasser l'indignation ». Si le constat, dites-vous, fait l'objet d'un consensus, les solutions elles-mêmes peuvent paraître parfois antagoniques ou parfois contradictoires. En tout cas, elles nécessitent vraiment des choix. Je vous laisse la parole, mais voilà, nous allons boire vos paroles et essayer de trouver des solutions dans une écologie quand même, parce qu'il y a un cocktail après. Qui est à la fois radicale et réconciliatrice. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation ce soir à parler effectivement de la manière dont on va pouvoir, à l'échelle d'un territoire, concilier l'action climatique avec les questions de vivre ensemble. Et je crois qu'on a longtemps vécu dans une sorte d'illusion qui nous conduisait à penser que les questions d'écologie allaient naturellement nous rassembler, que le climat n'était ni de gauche ni de droite et qu'à l'évidence, on allait tous se mettre ensemble. Or, on voit bien que s'il y a aujourd'hui un constat qui est largement partagé par les Françaises et les Français, il y a, dès qu'on commence à toucher aux questions de solutions, dès qu'on commence à toucher aux questions de mobilité, aux questions d'alimentation, aux questions de logement, dès qu'on commence à toucher à ça, on voit apparaître des divisions dans la société, on voit se réveiller de nouveaux clivages, et ces clivages peuvent nous paralyser. Ma conviction est qu'une société où deux camps retranchés se feraient face à face, chacun étant convaincu d'incarner le camp du bien, est une société qui serait condamnée à une forme d'immobilisme. Et donc, la question, c'est comment nous allons parvenir à concilier la transformation écologique, et c'est bien de transformation qu'il s'agit, et le vivre ensemble. Et je crois qu'effectivement, c'est à l'échelle du territoire que nous avons les clés de la solution. Quelques semaines après la dernière élection présidentielle, j'étais parti passer quelques jours de vacances avec ma femme et mes enfants en Normandie. Et nos enfants ont joué sur la plage avec les enfants d'un autre couple. Nous avons évidemment commencé à discuter avec cet autre couple. Nous avons réalisé que nous logeons dans le même hôtel, puisque c'était la plage en face de l'hôtel. Nous avons pris l'apéritif avec cet autre couple. Nous sommes allés dîner avec eux. Et puis, comme nous étions en France, nous avons évidemment parlé de politique au dîner. Et cet autre couple de nous révéler spontanément quel avait été leur vote à la dernière élection. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Pas du tout parce que l'homme et la femme avaient des orientations politiques différentes. Ils avaient fait un vote stratégique. Ils avaient considéré qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 votes, et donc ils avaient panaché leur vote, au point qu'ils n'étaient plus tout à fait sûrs qui de l'homme ou de la femme avait voté Jadot et qui avait voté Macron. Je dis, c'est quand même un peu étonnant, parce que tant Yannick Jadot qu'Emmanuel Macron étaient évidemment 2 candidats honorables à l'élection, l'un d'entre eux a même été élu président.
mais on ne peut pas dire qu'ils présentaient exactement le même programme. Et ils nous répondent oui, on a longtemps hésité, on était très tiraillés parce que d'un côté, le climat est quelque chose de très important pour nous, nous sommes inquiets du changement climatique, on a des enfants et donc c'était important pour nous de voter pour le candidat écologiste. Mais d'un autre côté, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait aussi qu'on veille quand même un peu à nos intérêts, et donc il fallait qu'on vote aussi pour le candidat libéral. Et je dis, ben je comprends. On en est tous là. Et quelque part, cette hésitation, ce tiraillement du couple, je crois, traduit bien les tiraillements qui agitent la société sur les questions écologiques. C'est-à-dire que nous sommes conscients, évidemment, de l'impératif d'agir radicalement, d'agir de façon transformatrice, d'agir urgemment, mais nous avons peur que cette action ne soit contraire à nos intérêts. Nous avons peur de devoir sacrifier nos intérêts au profit des intérêts des générations futures ou des populations des pays du Sud. En d'autres termes, nous avons peur de sacrifier nos intérêts au profit d'intérêts de personnes que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est évidemment difficile, et il faut reconnaître que nous ne sommes guère aidés par la physique du climat. Par le fait qu'il y a un décalage d'une génération au moins entre nos actions et les conséquences de nos actions. C'est ça qui fait évidemment qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui éprouve du ressentiment, voire de la colère parfois à l'égard de leurs aînés, parce qu'ils se rendent compte que les impacts du changement climatique qu'ils vont devoir subir ne sont pas liés à leurs propres émissions, mais aux émissions de leurs parents et grands-parents. Et puis, il y a évidemment un décalage aussi dans l'espace, parce que les impacts du changement climatique qui seront subis par un territoire ne dépendent absolument pas des émissions de gaz à effet de serre produites par ce territoire. Le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent de Paris, de Lima ou de Bangkok, ce qui veut dire que notre futur climatique ne se décide pas tellement à Paris ni même à Bruxelles, mais se décide aujourd'hui à Lagos, à Jakarta, au Caire, à Delhi ou à Shanghai. Et de la même manière, ce que nous décidons ici à Paris ou à Bruxelles a un impact sur le climat du Soudan, du Bangladesh ou de l'Afghanistan, sans bien entendu que ni les Soudanais, les Afghans ou les Bangladais ne soient conviés à participer dans nos élections et puissent choisir entre Jadot et Macron. Et donc on voit bien comme ce décalage sur l'espace de temps et sur l'espace géographique, effectivement, nous contrarie dans notre action. Parce que nous ne pouvons pas espérer récolter pour nous-mêmes, immédiatement, ici et maintenant, les bénéfices de notre action. Nous savons que ces bénéfices profiteront surtout à la génération d'après, aux populations les plus précarisées, et singulièrement dans les pays du Sud. Et je dirais que, au-delà de cela, le problème, c'est que l'action climatique aujourd'hui nous apparaît volontiers comme une contrainte qui nous tombe dessus. Comme une suite d'efforts à réaliser, voire même de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, c'est-à-dire de choses dont fondamentalement nous n'avons pas envie. Personne ne se réjouit de se plier à une contrainte, personne ne se réjouit de faire des sacrifices ou des efforts, en tout cas certainement pas moi. L'enjeu, je crois, c'est de parvenir à transformer ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte en un projet. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que si l'action climatique aujourd'hui nous apparaît comme une contrainte, c'est parce que nous avons une vision assez nette, je crois, du monde dans lequel nous ne voudrions pas aller. C'est cette vision d'un monde ravagé par les impacts du changement climatique où la biodiversité aurait quasiment disparu. C'est le monde qui finalement est décrit dans les rapports du GIEC, dans les travaux scientifiques, mais aussi dans les films ou dans les romans de science-fiction. Et donc on sait, là où nous ne voulons pas aller,
mais on a encore beaucoup de mal à voir exactement là où nous voudrions aller. Concrètement, à quoi ressemblerait un monde décarboné? Ça reste encore assez flou. Ou plutôt, il y a toute une série d'imaginaires qui se mettent en branle et qui parfois se contredisent les uns les autres. Un imaginaire techno-futuriste où nous vivrions dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Un imaginaire janséniste qui serait fait de quotas, de restrictions, de limites et de flagellations. Un imaginaire parfois un peu naïf où Max et Lily feraient du vélo tout nu dans des champs de coquelicots avant de retourner à leur permaculture. Et chacun de ces imaginaires va évidemment séduire et mobiliser une partie de la population, surtout celui de Max et Lily tout nus à vélo. Mais globalement, pour la majorité des gens, et à commencer par les classes populaires, ce à quoi ressemblerait concrètement un monde décarboné, c'est quelque chose qui reste assez flou. À quoi ressembleraient les transports? À quoi ressemblerait l'habitat? À quoi ressemblerait l'alimentation? À quoi ressembleraient nos divertissements? Tout ça, c'est quelque chose qui reste assez flou. Parce que, bien entendu, l'action climatique ne va pas seulement nécessiter de repenser la manière dont nous produisons et consommons toute une série de biens et de services, ça serait trop facile. Il va évidemment aussi falloir repenser la société et notamment redéfinir certains des concepts fondamentaux autour desquels est organisée la société aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité dans un monde décarboné? Égalité par rapport à qui? Est-ce que ça veut dire qu'on a tous le même budget carbone, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes prêts à moduler certaines libertés individuelles pour garantir l'exercice de libertés collectives? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes responsables au-delà de nos générations, au-delà de nos frontières? Est-ce que, quelque part, nous avons un devoir de justice vis-à-vis de gens que nous ne connaissons pas, voire de gens qui ne sont pas encore nés? Toutes ces questions sont absolument fondamentales et pourtant nous n'avons pas encore vraiment commencé à nous les poser sérieusement. Face à cela, face à ces clivages inévitables en démocratie qui vont traverser la société sur les questions écologiques, la question, c'est évidemment de savoir comment nous pouvons les dépasser. Comment est-ce que l'action climatique peut constituer le socle d'un nouveau contrat social qui nous rassemblerait et qui nous permettrait non seulement de vivre ensemble, mais aussi d'agir ensemble. Et c'est là, je crois, que l'échelle des territoires va être absolument indispensable. Pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est l'échelle, je crois, où la démocratie est la plus accessible aux citoyens. Il y a aujourd'hui, vous le savez, une crise profonde de la démocratie représentative et de ses institutions. De plus en plus de gens qui ont le sentiment que leur voix ne compte plus, que leurs préférences individuelles, leurs aspirations personnelles ne sont plus entendues, ne sont plus prises en compte dans les choix collectifs. Et ça crée un sentiment de désillusion et de désespérance par rapport à tous ceux qui voudraient agir individuellement face au changement climatique, mais qui ont l'impression que leur action individuelle est contrecarrée par des choix collectifs qui sont plus forts qu'eux et sur lesquels ils n'ont plus leur mot à dire. Et je crois profondément que c'est à l'échelle des territoires que nous allons pouvoir résoudre un petit peu cette question de la crise démocratique et faire en sorte que les aspirations individuelles des Françaises et des Français, qui sont réelles, et tous les sondages d'opinion en attestent, que les aspirations individuelles des Français sur cette question du climat puissent être réunies dans une dynamique collective. Et ça, vraiment, ça me paraît fondamental, parce que l'enjeu face au changement climatique, ce n'est pas seulement d'agir individuellement chacun de notre côté. Nous savons que c'est important, mais nous savons que ça ne suffit pas. Nous savons que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que nous savons qu'on contrôle à peu près 25% des émissions par nos choix individuels. Et donc, agir chacun de son côté, c'est important, mais ça ne suffit pas. Nous devons non seulement agir individuellement comme consommateurs, mais nous devons aussi et surtout agir ensemble comme citoyens. Ça, c'est la première raison, et là où vraiment je pense que
l'enjeu des territoires est fondamental. La deuxième raison, c'est parce que je pense qu'il va être plus facile pour un territoire de se dessiner une trajectoire, de regarder où l'on est aujourd'hui et où l'on veut être demain. Or, aujourd'hui, l'essentiel du débat public sur le changement climatique est cadré par des objectifs de long terme ou de moyen terme. Plus de degrés d'ici 2100, neutralité carbone d'ici 2050, moins X% d'émissions d'ici 2030. C'est-à-dire que malheureusement, le terme de ces objectifs dépasse de loin le terme de ceux qui ont pris ces objectifs. Lorsque les chefs d'État s'engagent en 2015 à la COP21 à limiter la hausse de température à 2 degrés d'ici 2100, ils savent parfaitement qu'ils sont tous morts d'ici 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition en 2099 qui viendra lever son doigt et dire « dites donc où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif ». De la même manière, lorsqu'Emmanuel Macron décide de revoir à la hausse l'ambition climatique de la France pour 2030, très bien. Mais Emmanuel Macron sait très bien qu'il ne sera plus à l'Élysée en 2030. Et donc, on a un vrai problème non seulement de redevabilité par rapport à la décision, mais on a aussi un problème, je crois, et un problème peut-être plus fondamental encore, de motivation. Moi, je suis un peu inquiet aujourd'hui de ce que je vois parfois comme une sorte de vague de défaitisme qui gagnerait certains rangs de la population, l'idée qu'il soit trop tard, que ça soit de toute façon fichu, etc. Parce que aujourd'hui, ces objectifs sont souvent formulés sans trajectoire et vont donc facilement nous paraître inaccessibles. Parce que nous avons l'horizon en ligne de mire, mais nous n'avons pas le chemin qui nous emmène vers cet horizon. Et faute d'avoir ce chemin, cette trajectoire, plus nous avançons, plus l'horizon semble s'éloigner. Et donc je crois qu'il est fondamental aujourd'hui que nous ayons cette trajectoire qui permette à la fois de nous emmener et qui nous permette d'engranger de petites victoires sur le chemin. De nous dire nous pouvons arriver à faire cela, ça veut dire que demain nous pouvons arriver à faire mieux encore. Et je crois que nous avons un grand besoin de cette trajectoire et que c'est à l'échelle des territoires qu'on va pouvoir le mieux la définir. Troisième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que ce monde décarboné, si nous voulons qu'il devienne un projet, qu'il devienne la destination, il va falloir le donner à voir. Il va falloir le rendre tangible. Et je crois que c'est à l'échelle des territoires qu'on va véritablement pouvoir faire de l'action climatique un véritable projet pour le territoire, en associant différentes composantes, les pouvoirs publics évidemment, mais aussi les entreprises, les organisations de la société civile, et qu'on va pouvoir mettre en place des projets concrets qui vont montrer aux gens comment concrètement agir pour le climat, ça veut dire aussi pouvoir vivre mieux. Habiter dans des logements qui soient mieux isolés et moins coûteux. Se transporter par des moyens de transport plus efficaces. S'alimenter de façon plus saine. Et donc, si nous parvenons à donner à voir cela sur l'échelle du territoire, nous allons pouvoir incarner une action climatique qui soit un projet et non pas une contrainte. Alors, ceci va évidemment nécessiter des investissements, et parfois des investissements assez lourds, et c'est pour ça qu'il va être très important d'avoir des institutions bancaires pour financer et pour accompagner tout cela. Mais je crois vraiment que incarner ce projet, le donner à voir, le rendre tangible pour les habitants, montrer que l'action climatique, ce sont des logements mieux isolés, c'est une ligne de bus qui parviennent à les décloisonner, que ce soit des systèmes alimentaires plus résilients et plus sains. Je crois que c'est ça qui va vraiment donner à voir aux gens pourquoi l'action climatique est quelque chose auquel ils ont intérêt, ce qui permettra, à mon sens, à la fois de réconcilier la cause du climat à laquelle nous sommes sensibles avec nos intérêts immédiats, et ce qui permettra aussi et surtout de dépasser les clivages que ces questions font naître et suscitent dans la société. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci vraiment.
Vous avez le temps d'une micro-question? Non, bah non. Et moi, j'avais envie d'un truc un peu qui chauffe un peu pour répondre à Blandine. Sainte-Soline, Lyon-Turin, après Notre-Dame-des-Landes. Beaucoup des questions environnementales sont apparues comme de gros conflits et avec des antagonismes très forts. Comment on dépasse ça et précisément comment on dépasse l'indignation? Vous-même, vous avez été un peu attrapé par les écolos radicaux qui vous ont traité de quasi-sosdem. C'est terrible que ça soit devenu une insulte. C'est incroyable, on est d'accord, c'est fou. Mais bon, droit de l'homiste est aussi devenu une insulte. Je crois que c'est... Moi, je me méfie énormément des postures qui souvent nous conduisent à quelque part nous focaliser sur des enjeux symboliques qui vont cliver la société, qui donc vont rapporter un capital et un intérêt politique, mais qui vont souvent nous faire passer à côté de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire du levier de décarbonation le plus immédiat et qui souvent sera plus consensuel et donc malheureusement rapportera moins de dividendes politiques. Et je suis très inquiet de voir aujourd'hui la manière dont, politiquement, ici je ne vise pas seulement le personnel politique, mais aussi toute une série d'organisations militantes vont chercher à cliver et à diviser la société au maximum pour en retirer un dividende politique. Et je pense profondément que ça risque de nous immobiliser. Et on voit bien aujourd'hui comme toute une série de tensions apparaissent de façon de plus en plus manifeste et de plus en plus violente sur le Lyon-Turin, sur les bassines, sur d'autres aspects, parce que ceux qui vont soit s'approprier ou donner l'impression de s'approprier une ressource raréfiée, que ce soit des terres, de l'eau ou un budget carbone, vont cristalliser des oppositions et des antagonismes de plus en plus forts. Et c'est pour ça qu'il va falloir un arbitrage très important des pouvoirs publics sur la question de l'allocation de cette ressource. Et là encore, cet arbitrage, c'est au niveau des territoires qu'il devra se réaliser. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous libère, il n'y a pas de problème. Merci à vous, François Gemène, d'être venu nous voir ce soir. Merci et bon retour. Vous avez un micro sur vous, faites gaffe. Alors, ben justement, on a... François, je crois, a bien tendu la perche pour évoquer précisément ce que peuvent faire les territoires et ce qui se passe dans les territoires. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer une table ronde sur ces enjeux. Un petit jingle ? Et j'appelle à venir me rejoindre sur scène Laurent Monet et Fanny Lacroix. Merci à vous deux d'être parmi nous. Tenez Laurent, voici un micro. Et nous avons en visio Suzanne Broglie. Est-ce que vous êtes là, Suzanne? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je confirme. Je suis bien là et je vous entends. Formidable. Et vous avez pu suivre ce que nous a dit François? Oui. Très bien. Alors, vous avez tous les trois des délégations longues comme le bras, mais on va résumer la situation. Fanny, vous êtes maire de Châtel-en-Trièves, qui est une petite commune de 502 habitants située en Isère. Vous êtes aussi vice-présidente de l'association des maires ruraux de France. Merci d'être venue jusqu'à nous et merci d'avoir été libérée par Elisabeth Borne rapidement. Nous sommes beaucoup plus importants que ce qui se passe à Matignon. Laurent Monet, vous êtes adjoint au maire de Saint-Denis. 114 022 habitants, est-ce que je me trompe? À peu près, hein, c'est ça. Vous êtes maire adjoint à la transformation écologique, à la nature en ville, à la démocratie alimentaire. Vous êtes aussi conseiller territorial de Pleine Commune sur la nature en ville, l'économie circulaire, le projet alimentaire territorial. J'avais dit que je résumais, mais en fait pas du tout. Mais vous êtes aussi président de l'agence locale énergie-climat et du SMIREC, le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique du territoire de Pleine Commune. Quant à vous, Suzanne Broglie, voilà, alors on voit votre ville de Strasbourg. Suzanne, vous êtes adjointe à la ville de Strasbourg, 298 492 habitants. Comme tout à l'heure, Blandine a dit qu'il y avait des contrastes territoriaux, je me permets de les préciser. En charge de la ville résiliente, de l'urbanisme et des espaces verts, vous êtes aussi vice-présidente de la métropole strasbourgeoise, en charge de l'habitat et du foncier. À la cantonade, comme ça, une première réaction
sur ce que nous a dit François Gemène. Qui veut prendre la parole? On va être poli, on va s'adresser à vous, Suzanne, peut-être. Suzanne Breuly. Merci. Je ne prendrai jamais la parole à la volée pour pas couper la parole à quelqu'un qui est. Non, qui mais est dans on la va faire salle. en sorte de vous respecter. De respecter la... Dorénavant, je serai toujours à distance alors. Eh bien, je pense que la nécessité d'incarner, elle est essentielle. Mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi une question de temporalité. Et donc, quand on engage une transformation écologique de son territoire, il y a des années de transformation qui sont pas forcément agréables. Et c'est ces années, en fait, qui sont compliquées à vivre. Et donc là, je parle de grands chantiers, notamment de mobilité, mais aussi de construction, de rénovation. Voilà. Et donc, faire accepter ces chantiers à une population qui sort d'une crise Covid, sort de 36 000 crises, eh ben c'est pas évident. Alors oui, tout le monde va reconnaître qu'il faut agir, mais par contre, quand on agit, on se fait plutôt taper sur les doigts puisque voilà, c'est comme la nature, ça pique, ça gratte, on en veut, mais quand elle est bien rangée. Alors, on va revenir justement sur les problèmes que vous rencontrez en cours de route. Laurent, Fanny, Laurent, peut-être un petit mot sur ce que vous venez d'entendre. Oui, okay. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation. Si je peux me permettre, juste avant de réagir aux propos de François Gemène, je voudrais prendre 2 secondes pour oublier dans le titre de la table ronde la partie transformation écologique et me concentrer sur le vivre ensemble parce qu'on vit quand même une période un peu délicate dans nos territoires. Et voilà, je voudrais juste ce soir dire tout mon soutien à la mère de Naël, à sa famille, à ses proches, et puis aussi appeler à ce que la justice soit faite rapidement, appeler aussi à l'apaisement, parce qu'on vient de vivre déjà 2 soirées très très compliquées, et sans doute encore ce soir, et puis enfin appeler à agir pour un retour de la confiance entre nos forces de l'ordre et notre population. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était compliqué de passer une soirée sans en parler, donc merci. Voilà, je voulais quand même en dire quelques mots. Et donc revenir à cette table ronde et aux propos de François Gemène que j'ai particulièrement apprécié, parce que c'est vrai que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est précisément parce que je pense que les territoires sont la bonne échelle d'intervention. En tout cas, avant d'être élu, j'ai créé une société coopérative de production d'énergie renouvelable citoyenne, parce que ma conviction, c'est que en fait, il faut inventer les manières de faire ensemble. Moi, je crois que, effectivement, nous n'avons pas encore la vision du monde vers lequel on veut aller. Mais ce qui est important, c'est qu'on trouve et qu'on multiplie, et finalement vous êtes ici un site qui le permet, qu'on trouve les modalités de travailler à construire ensemble ce monde-là au quotidien, quoi. Et que ce soit à tous les niveaux, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Néanmoins, je mettrai un petit bémol quand même à son propos, parce que je vois aussi combien on bute sur des limites, et moi je considère un des enjeux forts de la transformation écologique de nos sociétés en général, ça nécessite des changements de modèle qui ne sont possibles qu'à l'échelle, en ce qui nous concerne, nationale, parfois européenne. Je pense à des questions de justice sociale qui nous échappent au niveau territorial, mais qui sont pourtant nécessaires pour flécher et dégager aussi des capacités financières pour assurer les transformations qui sont nécessaires. Et pour autant, Fanny Lacroix, ça me donne l'occasion de vous poser la question, vous qui êtes maire d'un territoire rural. François nous dit, finalement, c'est là où c'est le plus visible et le plus attrapable par les citoyens, le plus compréhensible peut-être. Est-ce que c'est aussi votre opinion, ou est-ce que vous avez le même bémol que Laurent Monnet? Ouais. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention qui vient d'être faite, parce qu'on a parlé du territoire, mais moi, j'irai au-delà de ça. Je parlerai de communes. On parle très peu de communes quand on parle de transition écologique. Presque, on a l'impression que ça deviendrait un gros mot. Et moi, je crois que le commun et la commune, ça fait partie des éléments qui sont fondamentaux. Et pourquoi pas le village?
En tout cas, je crois que ces trajectoires et ces petites victoires, je ne sais pas si vous avez vu le film qui vient de paraître, le magnifique film de Mélanie Offret, elles existent, ces petits cailloux blancs qui montrent une trajectoire et un horizon. En tout cas, dans notre village, on essaye de le construire au quotidien et je crois que ce sont ces petites victoires, peut-être ces villages, qui sont à regarder avec un peu plus d'intérêt et qui portent peut-être en eux le nouveau récit de la transition écologique. Ça m'intéresserait de revenir un petit peu justement sur la façon dont dont le changement climatique impacte vos territoires. C'est pas la même chose quand on est à Saint-Denis, quand on est à Strasbourg ou quand on est à Châtellerault-Trièves. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous préciser, pour nous qui ne connaissons pas forcément la vie locale là-bas, comment les habitants sont impactés? Peut-être, Suzanne, Strasbourg, une ville minérale, issue d'un climat continental, est-ce que ça pèse sur le quotidien des habitants? Oui, puisque vous l'avez dit, un climat continental avec de plus en plus de journées de forte chaleur, donc des problèmes de canicule, des problèmes d'îlots de chaleur très prégnants sur le territoire strasbourgeois, puisqu'il est très dense, très urbanisé et très minéral. Mais néanmoins, nous avons des parcs et l'objectif, c'est justement de rééquilibrer ce territoire pour faire baisser cette température et réduire le risque îlot de chaleur, mais c'est aussi moins de pluie et donc une végétation qui est en souffrance, des cultures qui sont en souffrance et aussi le toit de la nappe qui baisse. On a beau avoir la plus grande nappe phréatique d'Europe, elle est aussi fragile et donc fragile à la fois en qualité et en quantité. Et je dirais que du fait qu'on a cette nappe, ça peut tromper aussi certains acteurs du territoire qui peuvent imaginer il n'y aura jamais de problème en Alsace, on a la plus grande nappe phréatique d'Europe et du coup, ils ont peut-être moins conscience de la nécessité d'agir vite que ceux qui sont directement exposés, comme le sud de la France par exemple. Vous parlez des enjeux de l'eau et on a bien compris que c'était l'un des enjeux du Hub des territoires et de la Banque des territoires pour la prochaine année. Laurent, on est à Saint-Denis. Alors, au-delà des questions que vous avez soulevées à l'instant sur le vivre ensemble et sur ce qui s'est passé il y a 48 heures, on a là une ville qui est à la fois attractive pour des Parisiens, par exemple, qui fuient un foncier un peu cher. Et qui viennent peut-être donner des nouvelles manières de vivre en Seine-Saint-Denis. Puis on a aussi quand même une grande classe populaire, une pauvreté même. Et résultat, ce changement climatique, il se manifeste comment? Par des problèmes de passoires thermiques, par un problème lié à la mobilité, au transport. Comment ça se manifeste? Et est-ce que ça se manifeste? Est-ce que les habitants vous en font part? Alors oui, ça se manifeste par quelques aspects très concrets. Vous avez parlé de l'habitat, c'est vrai que c'est le premier sujet, hein, les passoires thermiques, comme on dit, je dirais de plus en plus dans les deux sens. Hein. Jusqu'à présent, on parlait des passoires thermiques d'hiver. Là, le sujet, ça va vraiment devenir plus régulièrement les passoires thermiques d'été, quoi. Les bouilloires thermiques. Et voilà. Et donc là, c'est un vrai sujet de capacité à rénover, que malheureusement, le plus souvent, les propriétaires, en tout cas sur notre territoire, n'ont pas. Et puis, très pragmatiquement d'ailleurs, ça s'est révélé aussi ces derniers mois, notamment au travers des factures d'énergie. En fait, la réalité, c'est plutôt celle-là. Sur les mobilités, c'est un peu la même chose. Nos difficultés avec les ZFE, auxquelles on a adhéré, nous, en tant que commune, dès qu'on a pu le faire, c'est que les gens nous disent mais oui, mais nous en fait on n'a pas les capacités de se priver de voiture parce que on va travailler à Roissy à 4h du matin et qu'on n'a pas non plus les capacités à acheter un véhicule électrique ou en tout cas à remplacer notre vieille voiture qui pollue par un véhicule neuf, quoi. Donc très concrètement aujourd'hui les choses elles se traduisent comme ça sur notre territoire et je dirais que
les injonctions qui sont faites aujourd'hui d'évoluer, de moins consommer, de sobriété énergétique, de passer à l'électrique, etc., se traduisent très concrètement dans ces deux aspects de la vie comme ça, quoi. Quand on a regardé un peu Châtel-Andriève, parce que forcément, alors on a un peu préparé ce rendez-vous, et quand on a eu Fanny au téléphone, on a tous voulu aller vivre à Châtel-Andriève. Elle a dit bon, attention quand même, 502 habitants, n'exagérons rien, mais il y a quand même il y a du monde qui veut venir vivre là, et puis surtout il y a une communauté de communes, et puis il se passe des choses. Néanmoins, alors c'est un territoire qui a une grande amplitude d'altitude. C'est un village qui est plus grand que Saint-Denis, je crois, en superficie. Donc où le changement climatique se fait immédiatement sentir, de manière quasi immédiate. On n'est pas dans les mêmes problématiques, néanmoins, les populations locales commencent à être vraiment très fortement impactées. On est entre de la moyenne montagne et de la montagne, disons. C'est ça. Donc vous avez dit deux choses très intéressantes. C'est effectivement des territoires de montagne, et ce sont les territoires de montagne qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique. Donc nous, on le vit de manière directe. L'été dernier a été un été de tous les records. C'est-à-dire que nous, on était donc sur un territoire où moi, les anciens m'avaient dit on est un château d'eau. Et ben non, en fait. Châtel-Andriève n'est pas un château d'eau, et donc on a eu une journée avec plus d'eau au robinet dans un hameau. Donc effectivement, les territoires de montagne, il y a moins de neige, il y a moins d'eau qui coule, et donc on n'est pas adossé à des nappes phréatiques qui permettent, nous, de compenser. Donc on est très vite sur du stress hydrique extrêmement préoccupant. On a la forêt, une forêt qui devient malade, et ça, on le voit aussi au quotidien. Alors en Isère, on le voit peut-être un peu moins que dans d'autres parties du territoire, et mes collègues ruraux m'en parlent beaucoup. La forêt des Vosges est très touchée, avec donc des arbres qui ont subi cette sécheresse, où il y a de la maladie, où on voit que finalement cette réserve carbone est peut-être pas si en bonne santé qu'on pouvait le présager, et nécessite à revoir tous les modèles. On a aussi la biodiversité sous nos yeux, donc forcément on y est aussi très très attentif. L'agriculture, évidemment, pour nourrir la population, on se retrouve dans des choix drastiques de dire est-ce qu'on coupe l'eau au robinet ou est-ce qu'on permet de faire du maraîchage sur nos territoires. Donc effectivement, on est vraiment nous, dans le ressenti du changement climatique, peut-être encore plus que tout le monde. L'autre élément que vous avez dit, c'est la notion d'espace. Parce que comme vous le voyez, je vous parle d'agriculture, on parle de forêt, on parle d'eau, on parle de biens communs naturels, et tout ça est finalement si peu évoqué. Donc c'est vrai, souvent on parle d'une commune par sa densité de population, et d'ailleurs l'ensemble des financements publics est adossé à cela, c'est-à-dire qu'une commune, elle va recevoir des dotations en fonction de son nombre d'habitants, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on gère une faible densité de population. Or moi, en tant que maire, j'estime que je gère aussi des espaces, et ça, je crois qu'on est en train de prendre conscience que ça a beaucoup de valeur. Donc peut-être qu'il faut aussi qu'on ait une autre manière de considérer nos espaces ruraux, de ce point de vue-là. Alors justement, comment... Alors, ils ne votent pas encore, même si de plus en plus on parle de droit des fleuves et de droit du vivant. Donc ça, ce sera l'objet sans doute d'un autre débat ici au Hub des territoires. Du point de vue de la population, alors vous êtes tous élus en 2020, hein ? On a évoqué la nécessité du long terme. François Gemène nous dit Macron sera plus là en 2030, mais... Bon, vous pouvez faire, il n'y a pas de cumul dans le temps du mandat, je crois, dans les communes. Comment on arrive à réconcilier, alors on parle de vivre ensemble, comment on arrive à réconcilier différents types de populations qui ont parfois des intérêts, je dis antagoniques, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui ne vont pas de soi à première vue. Peut-être Suzanne Brely à Strasbourg, c'est une ville qui se veut donc une métropole européenne. Il y a à la fois la nécessité, j'imagine, de préserver des espaces naturels, et en même temps d'agir pour le social. Par exemple, est-ce que là on a un premier élément de contradiction ? Alors forcément, j'ai la loi SRU en tête, et aussi le zéro artificialisation nette. Donc en tant que vice-présidente en charge de l'habitat... Là, vous parlez de la question socialo-écolo. En gros, si on résume, c'est les uns veulent construire des logements sociaux et les autres veulent faire des forêts urbaines. Je caricature. Oui, et il se trouve que moi, je veux les deux, puisque j'ai à la fois la casquette de vice-présidente en charge de l'habitat et je suis aussi adjointe à la ville résiliente. Donc, mon objectif, c'est de trouver ce juste équilibre. Et quand je parle d'habitat, c'est un toit pour toutes et tous, mais pas n'importe quel toit. Un toit avec un logement décent, un logement abordable et dans un cadre de vie qui réponde aux besoins de la population. Donc, c'est
C'est extrêmement complexe puisque pendant des années, on a imaginé que le territoire était infini, qu'on pouvait s'étendre à tout va. Les terrains agricoles ne valent rien, les terrains naturels ne valent rien. Et par contre, les terrains bâtis valent des fortunes. Et c'est la guerre du foncier. Aujourd'hui, parmi les demandes qu'on a faites au CNR, c'était justement pouvoir encadrer le prix du foncier. Ça n'a pas été retenu. Pourtant, je pense que c'est essentiel qu'on arrive à maîtriser le foncier pour derrière, justement, déterminer ce qui est nécessaire pour la résilience du territoire, pour la partie agricole, pour la partie maraîchère, pour la partie de parcs, de forêts, d'espaces qu'on dédie strictement à la biodiversité et d'autres qui pourra accueillir en fait des pistes cyclables ou des équipements publics. Donc, c'est ça le défi. Et travailler sur la mixité sociale, c'est essentiel pour veiller justement à avoir, ne pas avoir une ségrégation de la population. Et ce brassage n'est pas gagné. Il y a bien la loi SRU qui impose des règles, mais pour autant, il y a la complexité. C'est pas uniquement en fait construire en fait un logement ou rénover un bâti, puisque avant de construire, il s'agit déjà d'optimiser le patrimoine bâti existant et de ne pas aller artificialiser d'autres zones. Mais il faut aussi des équipements pour pouvoir accueillir, puisqu'il faudra des écoles. Si on a de la population, quand on est une métropole attractive, forcément la population augmente. Mais si la population augmente, il faut aussi être en capacité d'accueillir les enfants dans des écoles, dans des gymnases, avoir du périscolaire, avoir des cantines. Et donc ça, c'est aussi la difficulté qu'on rencontre dans les plus petites communes, notamment celle de la deuxième couronne de l'Eurométropole, où oui, on a besoin de logements sociaux, et c'est essentiel parce qu'on en a besoin sur l'ensemble du territoire, mais on a aussi besoin d'avoir des équipements qui vont avec ces logements sociaux, puisqu'il faut que les enfants puissent aller à l'école, et si possible en transport en commun, pour éviter aussi les risques de précarité énergétique liés soit à la mobilité, soit au logement. Donc des logements abordables, mais c'est aussi des équipements publics à la hauteur des besoins et tout faire pour inciter une mobilité décarbonée, donc avoir des transports en commun qui relient l'ensemble du territoire. Alors on a de la chance en Alsace parce qu'on a un bon maillage, mais pour autant, on ne change pas du jour au lendemain les habitudes et l'attachement à la voiture est important. Et c'est très, en fait, la cure de désintoxication de la voiture, je pense qu'on en a encore pour quelques décennies. Malheureusement, le climat ne nous permet pas d'avoir autant de temps pour changer d'habitude. Je vais rester avec vous 2 secondes justement. Est-ce que vous sentez des frictions au sein de la population strasbourgeoise ? Alors actuellement, oui. Puis alors là, on est en plein dedans puisque on est en train de reconquérir l'espace public, donc de réduire la place de la voiture sur l'espace public, puisque ça fait partie aussi du bien commun. Donc on a besoin de planter des arbres, donc on reprend des places à la voiture pour planter des arbres. On a besoin de faire des pistes cyclables, donc on reprend la place. Plutôt avant, ce qui se faisait, c'était pour planter des arbres. Pour faire des pistes cyclables, on abattait les arbres. Maintenant, on garde les arbres, on aménage des pistes cyclables, mais on prend la place sur la voiture. Et donc forcément, on prévoit bien entendu des constructions de silos pour ne plus encombrer l'espace public. On a besoin de désencombrer cet espace public, mais en même temps, les gens avaient l'habitude aussi d'avoir la voiture garée en bas de chez eux et c'était normal, c'était leur place. Et là, on leur rappelle en fait que c'est un espace public. Et donc, c'est du bien public à partager avec tout le monde et pas uniquement avec le propriétaire de la voiture. Donc oui, ça chamboule. Et par ailleurs, il y a aussi la zone à faible émission qui est essentielle pour les questions de santé, mais qui implique aussi des changements, et notamment en termes de mobilité. Donc tous ces bouleversements, toutes ces transformations ont un impact social et se doivent d'être accompagnés de mesures d'accompagnement, d'aide, de dispositifs, notamment pareil pour la rénovation thermique. C'est un des plus grands chantiers du siècle. On a besoin d'un maximum d'accompagnement des propriétaires bailleurs, des locataires, des copros pour accélérer ce process. Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué quand même d'être dans vos fonctions. Est-ce que vous n'êtes pas les uns et les autres soumis à de fortes injonctions contradictoires? D'abord, vous avez été élus sur des programmes, il faut les appliquer. Et puis, quand vous commencez à toucher à ce programme, on vous dit « Ah non, pas ça, ou moi oui, mais pas eux », et ainsi de suite. Est-ce qu'on s'arrache les cheveux, Laurent Monnet, quand on est à la tête d'un exécutif ? Oui, on se confronte à la réalité de la vie, quoi. Et en fait,
moi, j'ai envie de dire aussi en réaction aux propos de François Gémen tout à l'heure, c'est vrai que on a l'impression quand on se projette qu'on va construire un monde uniforme qui va satisfaire tout le monde. C'est pas la réalité. En fait, le monde qu'on construit, il est tel qu'il est, tel que nous sommes, c'est-à-dire avec toute notre diversité, et c'est tout l'intérêt. Donc, je veux dire, il faut apprendre à vivre avec ça, et justement, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi apprendre les méthodes qui nous permettent de construire ensemble et d'ajuster, en fait, de limiter ces freins qu'on peut rencontrer ici ou là sur le vélo. Enfin, moi, en ce moment, là, on est sur la gestion différenciée des tontes dans les jardins, et donc j'ai les propriétaires de chiens qui se plaignent que les chiens ils se prennent des épillets dans les... Bon, bah voilà, quoi, c'est la vraie vie, quoi. Voilà, c'est la vraie vie d'un élu, mais en même temps, voilà, on n'a peut-être pas non plus fait toute la sensibilisation, communication qu'il faut sur ces changements. Et surtout, je pense que, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on mette en place les cadres pour du collectif, en fait. On est dans un monde, on le sait tous, qui est devenu très individualiste, quoi, et il faut qu'on en ressorte en proposant des cadres, et c'est là aussi, nous, en tant qu'élus, à proposer, à soutenir évidemment le monde associatif, le monde de l'économie sociale et solidaire, mais proposer des cadres dans lesquels les habitants vont pouvoir être ensemble au travers de jardins partagés, au travers d'achats groupés, au travers de tout un tas de dispositifs, des budgets participatifs dans lesquels les gens se mettent ensemble pour faire des propositions, et c'est au travers de tous ces dispositifs qu'on arrivera à bâtir aussi avec moins de tension, en fait, aussi entre les habitants. Donc pour moi, c'est le retour à plus de collectifs dans la vie quotidienne de nos territoires. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est au niveau des territoires que tout ça peut se jouer et se développer, quoi. Et s'incarner de fait. Alors à Châtel, il y a une forme de... Alors moi je le traduis par une forme de nouveau pastoralisme cool, où il y a à la fois l'école a été sauvée, où les habitants sont appelés à participer à la vie de la commune. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour eux, et j'imagine qu'ils sont extrêmement satisfaits de ce que vous leur proposez. Il y a comme une forme d'autogestion à Châtel et autour. Oui, on peut dire cela. Puisqu'on a le droit de dire décroissance, on peut dire autogestion. Peut-être, oui. En tout cas, ce qu'on s'est rendu compte à Châtel-en-Trièves, c'est que c'est une toute petite commune rurale. Vous avez vu, 502 habitants, et en plus, en 2017, on a créé une commune nouvelle. Donc, ça veut dire qu'avant, c'était 2 villages de 250 habitants. Contexte de désertification rurale, il n'y avait plus rien à part la mairie, une école qui allait fermer, il y avait 6 enfants dans la classe unique. Et donc là, on avait cette vision de la fin de la commune. Et en fait, les élus déjà se sont rassemblés à l'époque et ont dit « nous allons faire réémerger de la politique » au sens noble du terme, c'est-à-dire que par la création de Châtel-en-Trièves et la commune nouvelle, on va porter quelque chose ensemble, c'est qu'on veut rester en vie, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit à l'existence. Et donc, on a le droit d'affirmer notre identité et le fait de rester une commune forte et vivante. Ça a été la création de la commune nouvelle. Et surtout, l'autre élément qui a été extrêmement important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un maire avec sa secrétaire de mairie seul et son budget, il ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est une toute petite commune. Mais par contre, s'il arrive à comprendre que la petite taille de sa commune, son réseau d'interconnaissance est extrêmement puissant, qu'on peut mettre 500 personnes à l'œuvre qui se remontent les manches et qui font village ensemble. Et c'est ce qu'a fait Châtel-en-Trièves. Donc 500 conseillers municipaux d'une certaine manière. Potentiellement, oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un village bien commun où en fait, ce qu'on dit aux habitants, c'est qu'on n'a pas les moyens de porter l'ensemble de nos ambitions, parce que maintenant, en plus, on a énormément d'ambitions à Châtel-en-Trièves puisqu'on s'est réveillé collectivement. Mais surtout, on dit, on fera les choses ensemble. C'est-à-dire que les nouveaux services publics qui sont proposés à la population sont des services hybrides qui sont créés par les gens et portés par les gens dans une optique où vous faites la moitié et nous, on fait l'autre moitié. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi effectivement à créer la commune nouvelle, parce qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas l'assentiment de la population, à sauver la classe unique, parce que les parents ont fait le choix d'inscrire leurs enfants dans cette école-là et donc de les sortir des écoles alternatives qui sont très importantes sur le Trièves pour les remettre dans l'école publique. On fait le choix de créer eux-mêmes un café-épicerie associatif, être derrière le comptoir, ce qui demande quand même un engagement en tant que bénévole qui est
qui est assez important, qui ont fait le choix de constituer des jardins partagés, où vous pouvez bien penser qu'à Châtel-en-Trièves, tout le monde a son jardin, donc l'enjeu, c'est pas d'aller récolter des courges, mais c'est plutôt de créer un espace public pour les habitants où chacun se rend compte et peut partager autour de cette culture commune. On fait le choix aussi pour des personnels de santé de venir à Châtel-en-Trièves parce qu'ils avaient vraiment envie de partager ce projet de la commune. On fait le choix après pour une compagnie de marionnettistes de venir s'impliquer sur le village et avec les habitants créer toute une dynamique autour de l'art de la marionnette et le fait de reconquérir la culture en milieu rural. La création aussi d'une carrière équestre communale à gestion associative où les cavaliers, qui étaient très nombreux, du coup se sont mis à se rassembler, à entretenir eux-mêmes les sentiers de la commune parce qu'on n'était pas en capacité de le faire nous. Et vous voyez, c'est cette commune qui est très impliquante aujourd'hui, qui est considérée comme un bien commun ou comme un village tiers-lieu, parce qu'on peut aussi partager ce terme, parce qu'aujourd'hui, on est parti, nous, on a été beaucoup inspirés par la dynamique des tiers-lieux quand on a constitué notre première pierre à l'édifice, qui était le café-épicerie associatif, et après on s'est rendu compte qu'en fait c'était tout le village qui était considéré comme ça. Aujourd'hui, l'ADN de ma politique, c'est que chaque espace public, chaque bâtiment public est toujours le prétexte à l'appropriation par les habitants pour qu'ils y fassent quelque chose ensemble, sinon on ne le fait pas. Voilà. Vous êtes les uns et les autres à la fois à l'Interco, vous-même, je l'avais dit, vous êtes vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, donc on ne peut pas faire tout sur son territoire uniquement. Il y a besoin aussi de s'entraider et de profiter. Alors on parle souvent d'un millefeuille territorial, mais pour le coup, là on en a réellement besoin. Peut-être, Suzanne, chez vous à Strasbourg, vous pouvez répondre à cette question. On peut pas faire. On est un peu impuissant seul et on est de fait. Je pense que plus que jamais, d'ailleurs, quand on parle de résilience, il faut être capable de bien d'avoir un esprit de communauté et travailler avec ses voisins, c'est essentiel. Donc, il faut pas s'arrêter aux limites territoriales définies par la commune, l'intercommunalité ou les frontières d'un pays. Donc, nous, on a à travailler avec nos voisins frontaliers, donc les Allemands, mais on a aussi à travailler avec les autres communautés de communes, les autres EPCI du Bas-Rhin et désolée, j'ai une alerte, je suis en fin de batterie. Et par ailleurs... sobriété énergétique, chère Suzanne. Quand on veut en fait avoir une offre, justement, on parlait de solidarité et de mixité sociale, et de mon point de vue, ça doit être travaillé sur l'ensemble du territoire. Quand on parle de zéro artificialisation nette, il ne s'agit pas de regarder juste les besoins d'une petite commune ou d'une grosse collectivité. Il faut reprendre les besoins à une échelle interterritoriale de façon à ne pas justement raisonner comme de façon égoïste où on peut aboutir au fait, à ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est chaque commune veut sa zone d'activité, veut son périscolaire, et du coup on démultiplie finalement les équipements alors que l'objectif c'est de mutualiser un maximum, quel que soit si on est ou pas dans une EPCI, il faut qu'on mutualise un maximum les équipements pour les optimiser et réduire notre empreinte carbone. J'ai une dernière question. En fait, je n'ai pas du tout précisé vos appartenances politiques, mais d'une certaine manière, elles ne sont pas très utiles. Je crois que vous êtes MoDem. J'ai l'impression que vous êtes plutôt l'aile gauche du MoDem. Hein, voilà. Vous, à Saint-Denis, vous êtes d'une municipalité, Mathieu Hanotin, socialiste. Mais vous-même, vous êtes crypto-société civile. Voilà, c'est ça. À Strasbourg, vous-même, Suzanne, je crois que vous êtes personnellement sans étiquette. Et puis, j'ai l'impression que vous vous entraînez. En fait, dites-moi, ce pays va bien? Je veux dire, quand on décide de s'entraider, non mais je veux dire, c'est quand même dingue, non? Au-delà de ce qu'on peut regarder aux infos, je parle nonobstant ce qui se passe aujourd'hui, il y a réellement une bonne volonté. Alors, est-ce que je suis trop optimiste? Est-ce que je suis un idéaliste? Pourquoi tout le monde rigole? Peut-être vous, Fanny. Moi, je veux bien répondre parce que effectivement, je crois qu'il y a... que les médias ne remontent que le mauvais. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, parce que moi, je suis de plus en plus sollicitée par les médias, et j'ai beau parler 90% du temps de ce que je vais dire, c'est du positif, je vais dire 10% peut-être un peu de choses mitigées, et tac, ça ressort en gros titre, les maires ruraux sont très fatigués, ou de la violence qui monte. Donc j'ai l'impression
En tout cas, moi, c'est mon impression. Quand je vois à la MRF, l'association des maires ruraux de France, on a lancé une initiative, le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique. 100 maires sont venus travailler avec nous, avec des pépites de territoires incroyables. Quand on voit tout ce qui se passe sur les territoires, c'est exceptionnel. Moi, je suis très optimiste de voir tout ça. Il y a beaucoup d'actions, ces actions là dont on parlait, se faire ensemble, ces petites victoires du quotidien, elles sont là, mais par le discours, on vient plomber le moral de tout le monde. Moi, c'est ça, en tout cas, que je ressens aujourd'hui. Vous confirmez, Laurent? J'espère que vous allez confirmer. Je ne sais pas. Non, vous allez mettre un bémol, je commence à vous connaître. Oui, non mais voilà, ma nature personnelle est une nature optimiste et je suis plutôt un constructeur. Voilà, et comme je le dis depuis tout à l'heure, notre ambition c'est d'emmener les gens, de construire des projets et de créer du collectif pour construire un projet collectif, quoi. Donc c'est ça qui me semble nécessaire. Après, voilà, le monde qui nous environne ne m'inspire pas que de l'optimisme. Néanmoins, je vous rejoins. Enfin, nous aussi, on porte, et nos discours essayent de porter principalement les projets qui se créent au quotidien et qui font bouger les choses quand même progressivement. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'élu, alors avec un point de vue que tous les habitants n'ont pas forcément, mais je vois quand même se créer un peu ce que disait encore une fois François Gémen tout à l'heure. Je vois quand même se créer progressivement le territoire de demain, quoi. Et bon, ben voilà, ça donne de l'envie, du dynamisme, mais bon, les freins restent conséquents. Ok, donc là vous avez besoin de 2-3 mandats quand même pour accomplir votre mission. Je vous remercie vraiment tous les trois, on va arriver au terme de ce débat. Merci beaucoup. Alors moi je veux bien, pardon, je suis désolée, j'avais dit que j'interviendrais pas, mais là j'ai quand même besoin de dire ce que j'en pense. Vous m'avez coupé ? Non, bah, vous avez ok, allez-y. Non, mais on a dit qu'on allait vous privilégier. J'ai vu les personnes partir, du coup j'ai cru que c'était terminé, mais c'est terminé après votre intervention. D'accord. Rappelez que tout ça n'est possible que si effectivement on unisse nos forces et en l'occurrence, il faut de l'argent. Il faut prioriser des budgets. Et si on veut un logement pour toutes et tous, il faut aussi se donner les moyens de le faire. Si on veut des bâtiments rénovés, il faut aussi les moyens de le faire. Et les collectivités peuvent s'endetter. Et on suit bien les conseils d'Éric Lombard sur ce sujet. On s'endette, mais par contre, ça ne va pas suffire. Donc, il va falloir vraiment qu'il y ait une cohérence aussi et pour éviter les injonctions paradoxales. Donc, l'État et les collectivités unis pour le climat. Ok, bah vous êtes chaleureusement applaudis. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois personne, mais... Non, mais tout le monde nous applaudit, et ça va me permettre de faire une transition. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez rebrancher vos appareils. Merci. Tout en restant sobre. Merci beaucoup, Suzanne, pour l'idée d'avoir été avec nous. Et merci encore à tous les deux, Fanny et Laurent, d'avoir été avec nous. Merci. On va arriver au terme de cet anniversaire. De ce deuxième anniversaire, et je vais demander à venir me rejoindre sur scène Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Merci beaucoup, Olivier. Olivier, vous avez quasiment été interpellé directement à l'instant. Merci. Peut-être, avant de vous laisser la parole pour le mot de la conclusion, votre sentiment sur ce que vous avez entendu ce soir, à la fois de l'optimisme et quelques embûches sur le chemin? Très positif. Hein. D'abord, merci beaucoup Thierry pour la qualité de votre animation. Très très fine, j'ai trouvé, vu le connaisseur et voir à chaque fois les sujets. C'est parce que j'ai fait mes études à Strasbourg, c'est pour ça. C'est ça. On est. Pas osé le dire. Oui. On est deux. À Keller, c'est comme Sichel, ça vient du même coin. Ça sent un peu le Munster. Je crois que vous êtes né là-bas, non? Ouais, c'est ça. Donc, peut-être pour réagir. D'abord, moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de François Gémen dans ce qu'il dit, où il faut établir des trajectoires. Et quand il parlait des engagements à 2100, à 2050, c'est extrêmement fort pour nous d'établir des trajectoires. On ne les établit pas tout seul, on les établit avec les élus, avec les responsables des territoires, souvent ici, où on les co-construit.
Et on aime bien, à la Banque des Territoires, justement, éviter de parler de milliards, de centaines de millions, parce qu'on sait que ce n'est pas ça qui donne à voir pour les gens. On parle de nombre d'écoles rénovées. Quand on parle de rénovation des bâtiments publics, on dit, allez, en 2027, et c'est demain, on va rénover 10 000 écoles. Il y en a 40 000. Et puis on commence et on s'y met et on est pas loin de Saint-Denis à Villetaneuse où on rénove l'école avec Dieu Nord Excellent et puis on passe à Tourcoing où on s'occupe du collège. Donc on est vraiment dans cette logique du donner à voir et de trajectoire. Même si, et vous l'avez dit, hein, Fanny, c'est vrai que même quand on réussit des choses, la communication ne réussit pas. Il y a un truc qu'on a fait en 5 ans, le Hub des Territoires à 2 ans, mais la Banque des Territoires à 5 ans, c'est la connexion au très haut débit dans les zones rurales. On n'en parle jamais. Moi, quand je suis arrivé, il y avait à peine 1 million de prises dans les territoires au haut débit. La Banque des Territoires en a financé 9 millions de plus. Aujourd'hui, toute l'Alsace, chère à notre cœur, cher Thierry, est complètement connectée, mais aussi tout le reste du Grand Est, toute la Mayenne, toute la Sarthe, tout le Nord-Pas-de-Calais, et on continue à avancer à un rythme. Vous avez une idée de nombre de prises chaque mois en zone rurale qui sont établies? Non. 140 000. 140 000. Donc vous calculez, ça fait des centaines depuis qu'on a commencé à parler, qui équipent les zones rurales et qui fait qu'une fracture qui est importante dans le monde rural, hein, Fanny, qui est je suis connecté ou je ne suis pas connecté, on est en train de la résorber méthodiquement, systématiquement, à un prix abordable pour tous nos concitoyens. Et je trouve que c'est important. On a vu le Covid. Quand vous êtes confiné sans le haut débit, c'est pas pareil que quand vous êtes avec du haut débit, vous pouvez travailler, vous pouvez vous distraire, vous pouvez communiquer. Et donc ça, c'est fait. Et je veux dire, personne n'en parle jamais. Hein. Et donc on parle toujours de ce qui marche pas. Et donc nous, on est vraiment dans cette partie de trajectoire. Alors après, pour réagir aussi sur d'autres propos, Laurent Monet a dit quelque chose d'important sur la co-construction, les endroits où se fait la coélaboration. Cet endroit, et c'est pour ça que moi je suis venu au Hub des Territoires et que j'ai toujours soutenu Benoît Parisé et Blandine et puis Alexandra qui ont monté ce lieu, c'est que il faut de la co-construction, il faut de l'échange, il faut un lieu où on s'écoute. Et ce qu'on a fait, les points de vue peuvent être différents, on a eu des points de vue divergents, mais on a absolument besoin, pour définir ces trajectoires, de prendre en compte la vie de chacun, d'innover, de voir ce qui se fait dans chacun de nos territoires. Et ce lieu a été toujours un lieu d'innovation, de partage. Alors d'innovation concrète, je pense que Suzanne Broglie n'est plus avec nous, vu son problème de batterie, mais moi j'étais à Strasbourg il y a un mois. 2 trucs intéressants que je voudrais partager avec vous. Dans la série Donner à voir, à Strasbourg, il y a une station d'épuration très en avance qui récupère dans les boues d'épuration toute la méthanisation et alimente le réseau de gaz de Strasbourg. Et donc c'est une première qu'on a financée avec l'Union européenne. Et on croit que la technologie et la science apporteront des choses. Je donne aussi un autre exemple. Quand elle disait, Suzanne Broglie, les solutions pour la transformation écologique de nos territoires, on doit les trouver collectivement et pas s'arrêter juste à la commune, au département. Il se trouve qu'on a un grand projet qui est de l'autre côté de la frontière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thierry, de l'autre côté de Kiel, il y a une usine sidérurgique, Badische Stahlwerk. Vous dites rien? Non, vous n'allez pas là-bas, mais juste de l'autre côté, vous avez vraiment la grosse industrie sidérurgique allemande, hein, qui fait de l'acier pour des fils à béton. Et quand vous la visitez, ce que j'ai fait, vous avez des espèces de forges, donc vraiment vous êtes dans Tannhäuser où des cathodes en pleine puissance, rougeoyantes, font le métal en fusion et chauffent l'air au-dessus de Kiel. Et contrairement à ce qu'on avait dit du côté de Tchernobyl, la chaleur passe de l'autre côté, quoi. Et donc on a décidé de récupérer cette chaleur fatale pour alimenter le réseau de chauffage urbain de Strasbourg. Et donc il faut donner des choses à voir comme ça. Sur la cohésion sociale et le fait qu'on fait un territoire, on va donner au territoire de Saint-Denis le village olympique, qui est une magnifique réalisation, qui a été conçue à partir de beaucoup d'innovations qui sont faites ici. Donc c'est CDC Habitat, ICAD et la Banque des Territoires qui financent un nouveau quartier qui sera inclusif. Les 2 tiers seront des logements sociaux. Et on a pris un architecte, un grand architecte qui est Dominique Perrault. Si vous allez voir, c'est exceptionnel ce qui va être fait, et c'est à Saint-Denis. On n'a pas choisi de le faire dans le 16e arrondissement, on n'a pas choisi de le faire à Neuilly, on l'a fait dans un territoire,
et ça apporte la fierté à ses habitants. Donc tous ces projets, il faut les donner à voir et traiter les sujets. Alors, on a des convictions quand même assez fortes à la Banque des Territoires, c'est que l'innovation, la technologie peuvent aussi apporter à la transformation écologique. Fanny Lacroix l'a dit, la forêt est malade, à un point qu'on n'imagine pas. Jean Pisani-Ferry, qui était à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, a fait ce fameux rapport disant qu'il faut 300 milliards pour cette transition écologique. Moi, il y a un chiffre qui m'a tétanisé, c'est de voir à quel point notre forêt n'est plus le puits de captation de carbone qu'elle a été. Ça a été divisé par 3. Moi, je fais confiance aux agronomes pour trouver une solution. La solution ne va pas être juste de se promener en forêt et de ne pas laisser un mouchoir tomber, quoi. Évidemment, on va éviter les feux de forêt, mais je crois aux agronomes, je crois à la capacité de la science pour trouver une adaptation et aider notre forêt à résister. On a parlé en Isère de la pénurie d'eau. On a investi côté Banque des Territoires dans une société qui s'appelle Futura Gaia, qui fait de la géoponie rotative. Faut imaginer un hangar dans lequel on fait pousser des salades dans le Languedoc, hein, c'est dans le Gard. Et quand vous écoutez un petit peu ce que dit l'agriculteur qui connaît le sujet, qui vous dit que les salades dans le Languedoc, la plupart viennent d'Espagne, où elles sont ramassées par des travailleurs immigrés dans des conditions déplorables, et que ce sont des camions frigorifiques qui transportent des salades, c'est-à-dire de l'eau, hein, parce que dans la salade, c'est à peu près 85% d'eau, hein, et qui vous l'amènent sur les marchés du Gard et du Languedoc, alors que là, on a un système où on va faire pousser des salades en économisant de l'eau goutte à goutte, avec système scientifique. On croit à ces solutions-là. Donc voilà, tout ça je suis un petit peu long, mais vous sentez ma passion sur le sujet, pour dire que par rapport à ce que disait François Gémen, donner à voir, établir des trajectoires, c'est vraiment notre conviction très très forte. Et je terminerai aussi par votre interpellation que je partage vraiment avec vous, quand vous avez dit aux élus, c'est pas trop dur. Nous, on a une admiration énorme vis-à-vis des élus. On a une admiration énorme vis-à-vis des maires, parce que ils ont été sympas, ils ont dit oui, c'est vrai, mais la réalité, c'est que les injonctions contradictoires, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Et que les Français, ils veulent tout et leur contraire, tout le temps. Et que c'est un métier dur, c'est un métier d'engagement vis-à-vis des autres. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment se mettre à leur service, de leur faciliter la vie en ingénierie, en apportant aussi des financements. C'est quand même à ça qu'on sert, mais de ne pas être juste un banquier qui apporte des financements, mais qui apporte des solutions qui arrivent à traduire leur vision en projet opérationnel des territoires. Voilà, je voudrais terminer sur ce point-là. Merci beaucoup. Merci Olivier. J'en profite pour... merci. J'en profite pour remercier toutes les équipes. Merci Anne-Sophie. Merci Alexandra. Merci Blandine. Merci Benoît. Laurent, Fanny et puis Suzanne Broly à Strasbourg. Et je profite pour aussi remercier mes amis de Lever de Rideau aussi, Fanny et Zaya qui m'ont tout écrit. Voilà. Et maintenant, il est temps de prendre un petit apéro et de continuer le débat, évidemment, autour d'un petit verre ou d'un café non alcoolisé, Blandine. Rendez-vous l'an prochain, mais dès lundi, je crois qu'il y a des débats et beaucoup de choses qui ont lieu ici. Donc, stay focus. Merci, salut.